Bonjour les amis, une vidéo de présentation d'une nouvelle chaîne que j'aurai le plaisir d'animer tout au long des à peu près 40 vidéos que j'ai prévues, d'une périodicité à peu près, là aussi, hebdomadaire, sur différents sujets qui quelquefois n'ont pas grand-chose à voir entre eux, mais une chaîne qui restera plutôt scientifique et historique. Alors quand je dis scientifique, ça restera évidemment très didactique, accessible à tous, on va pas se prendre la tête, mais je pense qu'il est toujours intéressant si on veut comprendre le passé, si on veut comprendre le présent, et puis si on veut raisonnablement, bien raisonnablement se projeter dans l'avenir, tout en restant modeste devant l'éternel, eh bien, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur ce qui nous entoure, sur la vie, sur la technique et la technologie, puisque nous sommes dans une période, une ère technique et technologique. Je m'appelle Jean-Marc Truchet, plutôt technicien, on s'en serait un peu douté, mais néanmoins humaniste, parce que je considère que le véritable progrès humain, c'est la technique, la technologie au service de l'être humain et non pas l'inverse. C'est évidemment pas du tout la même chose. Alors comment est organisée cette nouvelle chaîne qui s'appelle La Plume du Temps? La Plume du Temps, pourquoi? C'est joli. Le panneau qui est derrière, vous avez les éléments. Et c'est le sigle que j'ai depuis que j'écris des livres. Alors c'est 1982, c'est quand même pas d'hier. 34 ouvrages à ce jour, plus ou moins importants, en commençant dans les années 82-85 par des ouvrages techniques, et dont certains ont très bien fonctionné, d'autres pas du tout. Bon, ça fait partie de tout ce que les éditions, de tout ce qu'on peut écrire, c'est tout à fait normal. Et j'en ai gardé dans cette nouvelle chaîne environ 18 ou 19 qui sont en accès libre, c'est-à-dire gratuit, comme les vidéos dont je vais vous reparler dans quelques instants. Ces livres sont donc sur le site internet, accès totalement gratuit. Vous pourrez les lire à l'écran, alors TV, liseuse, portable. À mon avis, c'est pas génial, mais enfin bon, ça chacun a son avis sur la chose. Je trouve que les liseuses, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Bon. Et puis, évidemment, que ce soit pour les livres ou que ce soit pour les vidéos que j'ai appelées études. Alors pourquoi études? Bah, c'est pour ne pas faire comme tout le monde peut-être, mais aussi par ce petit côté technique, historique, voilà, auquel je tiens. Mais je le répète, ne partez pas tout de suite, on ne se prendra pas la tête. Alors cette chaîne est donc organisée autour de ces vidéos études et du site internet qui est derrière, c'est-à-dire www.laplumedutemps. Lorsque l'on arrive sur le site, en haut de la page de présentation, nous avons livres, books, en anglais, et études, studies. Lorsque l'on clique, par exemple, sur livres, nous avons les livres en langue française, et nous avons également un sous-titre Foreign Language, c'est-à-dire que certains sont en langue étrangère. Actuellement, il y en a 3 en langue anglaise. Ce sont des livres d'histoire militaire, bon, très intéressants, aviation, blindés, enfin, etc., etc. Et puis, au niveau des études, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire, donc Studies, le sous-titre Foreign Language. Et là, nous avons pour le moment une étude qui est en langue russe, dont je vous expliquerai après pourquoi, et d'autres vont arriver au fur et à mesure des traductions des études auxquelles vous aurez accès sur le site, toujours gratuitement, au fur et à mesure de leur parution, c'est-à-dire au fur et à mesure des vidéos. Elles ne sont pas toutes prêtes, donc voilà, tout ça, ça demande quand même beaucoup de travail. Alors, ces études que vous retrouverez sur le site sont plus complètes que celles que je peux vous présenter à la caméra. Pourquoi? Parce qu'à la caméra, on ne va pas rester 3/4 d'heure, 1 heure, sinon on est tous pareils, et bien on finit par décrocher, c'est normal. Au-delà de
disons de 20 à 25 minutes, je considère que c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, ces documents, vous pourrez, comme je vous l'ai dit, les lire et même faire des tirages papier, sous réserve, bien entendu, de valider les conditions générales. Alors, j'ai pas dit les conditions générales de vente, puisque je ne vends rien, mais ça veut dire aussi que vous ne pourrez pas ni les revendre, bien entendu, ça serait fort mal vu, pas plus utiliser le sigle La Plume du Temps, comme je le vois à l'occasion sur Internet, c'est quand même un sigle déposé, et puis ne pas non plus en faire des milliers de tirages ou distribuer ça partout dans le monde. Ça, c'est pareil, ce serait pas vraiment bien vu. Ces études, alors ça c'est très important aussi, sont plus complètes donc que ce que je peux vous présenter à la caméra, et comportent beaucoup de photos, de schémas, de cartes, parce que tout ce que je peux écrire, je tiens beaucoup à ce que ça soit illustré. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça permet de mieux fixer le cadre de ce que l'on lit, mais également c'est aussi une façon de repos de l'esprit. Lorsqu'on a des kilomètres de lecture, c'est pas bon, c'est bien, mais ça dépend ce qu'on lit et ça dépend ce qu'on cherche, c'est évident. Je vous présente quelques livres à l'écran, alors sachant qu'il y en a 18 ou 19, choses comme ça. Les cahiers de Paul Mancier. Alors, Paul Mancier, c'est ce que j'appelle un civil soldat, c'est-à-dire que au moment de la mobilisation en août 14, eh bien, il est parti sur le front, sur le front hein, de la guerre, c'est-à-dire au niveau de ce qui s'appelait à l'époque le Grand Couronné de Nancy, puisque, rappelez-vous, l'Alsace et la Lorraine n'étaient plus françaises depuis la guerre de 70. Ce jeune homme, qui devait avoir à peu près 19 ans, est donc parti et nous raconte pendant 5 ans toute sa guerre, presque tous les jours, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, dans ce récit, il n'y a pas de, je dirais, de récit sanguinaire, glauque, etc. C'est pas ce qui est le plus intéressant, franchement. En revanche, on a beaucoup d'éléments que je qualifie de sociologiques, d'environnement, de climat, dont on va reparler après. On est vraiment avec lui, et avec ses copains. Enfin, les autres soldats, et on a une autre vision de la guerre, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les carnets de René Clergeau, c'est du même genre. Alors, vous voyez l'épaisseur, c'est 360 pages, en gros. Bon, livre là aussi tout à fait passionnant, où on retrouve également beaucoup d'éléments de sociologie, sur la vie à cette époque, même la vie civile, le comportement des civils vis-à-vis des soldats, le climat, ce qu'ils ont vécu, etc., etc. Et ça tous les jours quasiment, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Un autre livre que j'aime beaucoup, que j'ai écrit dans les années, il y a une quinzaine d'années à peu près, L'aérostat dirigeable, une vie idée moderne. Alors pourquoi j'en parle? Parce que alors c'est mon côté aviation, bien sûr, je ne suis pas pilote de dirigeable, mais d'autres choses. Et je pense, enfin c'est mon opinion, qui a tendance à se vérifier d'ailleurs, que le dirigeable, qui est un aérostat à l'origine dirigeable, que l'on peut diriger, serait très intéressant dans notre société actuelle, dans nos futurs, en particulier non pas pour aller déforester les Alpes, ça ne m'intéresse pas trop, ni dans un objectif militaire, c'est pas non plus très passionnant, mais au niveau d'applications civiles. Je pense en particulier aux aéroports régionaux. Un certain nombre, il n'y a pas grand monde dessus, ça coûte très cher aux chambres de commerce, ça c'est sûr, il faut les entretenir quand même. Hein. Ça pourrait être une bonne idée, d'autant plus que plusieurs pays dans le monde réfléchissent actuellement aux dirigeables, ont même d'ailleurs des machines assez importantes. Alors les États-Unis réfléchissent à la question, il y a des projets. Il y a des petites machines, mais qui restent des dirigeables d'une dizaine, une douzaine de places.
Les Français y réfléchissent aussi. À ma connaissance, je ne vois pas de grandes machines de transport. Les Russes, oui, ont déjà... Alors, les Russes ont une grande expérience sur le dirigeable qui part d'avant la dernière guerre, en particulier en coopération avec les Italiens, sachant que la France aussi était quand même un des grands berceaux du dirigeable, et de l'aérostat déjà en premier. Premier, très important. Et puis, les Allemands au milieu, entre guillemets, qui ont depuis déjà pas mal de décennies des machines de la société Zeppelin, 14 places en gros, qui sont de très belles machines. Bon, eh bien, continuons, enfin à mon avis. Pour des liaisons, par exemple, sur 100 km, 200 km, pas forcément plus, 30, 40, 50 places, parce qu'après ça devient grand. Un petit calcul simple montre que une machine, un dirigeable de 50 places, on est dans une longueur d'à peu près, pardon, aux alentours de 130 mètres, bon, ce qui reste à peu près raisonnable. Pour mémoire, le Graf Zeppelin et le Hindenburg, donc entre 1929 et 1939, c'était 240 mètres de long, le double quasiment. Bon, c'était énorme. Mais qui ont été très performants et gonflés à l'hydrogène en plus. Bon, on a vu comment ça s'est terminé pour le Hindenburg. Alors je reviens maintenant sur l'objet de notre première vidéo, qui n'est pas celle-ci, qui sera la vidéo numéro 1 et qui concernera le climat. Le climat du 8e siècle, c'est-à-dire de l'an 760 et quelques, nous serons au début de Carolus Magnus, c'est-à-dire de Charlemagne, jusqu'à nos jours. Et là, vous verrez qu'il y a quand même du souci à se faire si nous devions revivre ce qu'ont vécu les anciens. Alors, il y aurait quand même une grosse adaptation à faire, malgré nos techniques et notre technologie actuelle, etc. Bon, voilà. Alors, je vous montre quelques-unes de ces études, de ces vidéos, que vous retrouvez sur le site internet, donc d'une manière plus complète, plus illustrée que ce que je peux faire à la caméra. Un petit opuscule général sur le climat, initiation, alors je ne le mets pas trop en face parce que sinon ça brille, initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt. Qu'est-ce que l'albédo terrestre? C'est un coefficient qui traduit la réflectorisation solaire sur le sol suivant sa nature. Si vous avez une voiture noire et puis à côté une voiture blanche et que vous mettez les mains sur l'une et sur l'autre au soleil, ou même sans soleil d'ailleurs, avec la simple lumière, vous allez comprendre tout de suite que c'est pas la même chose. Donc imaginez entre le Sahara et une belle forêt de futaies de 25, 30 ou 35 mètres de haut, c'est pas non plus du tout la même chose, d'où le rôle primordial de la forêt, le rôle de la forêt, auquel je tiens évidemment énormément, et nous en reparlerons bien sûr. Alors cette vidéo numéro 1 qui va concerner le climat du 8e siècle à nos jours, voilà la partie papier, c'est-à-dire la partie document que vous retrouverez sur le site internet www.laplumedutemps. Quelques autres études que je vous montre, et vous verrez que les sujets sont quand même fort différents, mais toujours aussi passionnants, et j'espère que moi-même je saurai vous passionner. Énergie renouvelable, vrai progrès ou autre chose. Énergie électro-éolienne. Alors il y a le même sur le photovoltaïque. Beaucoup de choses à dire. Alors personnellement je ne suis pas un financier, mais bon, j'ai quand même quelques notions bien sûr, des conséquences financières de ce qu'on appelle la transition énergétique, mais également des conséquences techniques, en particulier sur le programme nucléaire, et puis sur l'hydraulique, en particulier la petite hydraulique privée qui représente quand même à peu près 10% de la production hydraulique nationale. Quel avenir pour la voiture électrique en France et en Europe? Alors vous savez qu'après avoir tant promu la voiture électrique,
bon maintenant ça va être l'hydrogène, on va en reparler tout de suite là. Eh bien, maintenant, la voiture électrique, j'ai tendance à dire que bah, elle n'est plus dans l'air du temps. C'est-à-dire que ça brûle, ça se revend pas, ça marche pas, on est tributaire du, du fabricant, etc., etc., etc. On oublie évidemment en passant ses avantages, qui sont quand même importants. Bon, là-dessous, il y a évidemment des raisons qui sont pas forcément avouables. On en reparlera. L'hydrogène et la pile à combustion, la pile à combustible, un nouveau monde sans carbone. Moi, j'interdis à personne d'y croire. Bon, on verra le sujet. Voilà. Donc ça pour quelques-unes de ces vidéos. Alors, sur le site internet, vous allez constater une fenêtre sur la première page qui est réservée pour les annonceurs. Ben, si vous voulez nous aider et donc être annonceur, eh ben, écoutez, soyez les bienvenus. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre un pouce sur les vidéos, même plusieurs si vous pouvez, enfin actuellement il n'y en a qu'un. Vos commentaires, alors comme je dis, constructifs et de bonne aloi, les autres ne sont pas forcément intéressants ni judicieux. Et puis, n'oubliez pas de faire connaître la chaîne, bien sûr, autour de vous, et je pense que ça vaut la peine. Voilà. Alors, dans cette fenêtre, vous constaterez aujourd'hui qu'il y a écrit UPESR. Qu'est-ce que UPESR? C'est l'Université Polytechnique d'État du sud de la Russie, Matvei Platov. C'est son nom. Elle se trouve à Novotcherkassk. Vous voyez où est Novotcherkassk, bien sûr, j'en doute pas, mais je vais quand même vous le rappeler. Vous voyez la mer Noire, bien sûr. Au nord-est de la mer Noire, il y a une petite mer fermée, enfin quand je dis petite, quand même convenable, qui s'appelle la mer d'Azov. Entre les deux, il y a le détroit de Kertch, où la Russie, il y a quelques années, a construit le plus grand pont d'Europe, 19 km. Se jette dans la mer d'Azov le Don, c'est un grand fleuve, et un petit peu en amont du delta, parce qu'il se jette dans un delta de 550 km², c'est plus grand que la Camargue. Hein. Il y a Rostov-sur-le-Don. Rostov-sur-le-Don est une ville d'environ 1 million d'habitants, et 35 km en remontant un petit peu, nous avons Novotcherkassk, où se trouve l'Université Polytechnique du sud d'État du sud de la Russie. Très grand établissement, très coté, y compris à l'international, très recherché pour les chefs d'entreprise et qui forme des centaines d'ingénieurs par an, bien sûr, techniciens. L'université, c'est à peu près 12 500 élèves, y compris avec les filiales, c'est-à-dire 6 500 sur place. 650 professeurs à peu près, 10 facultés, une école doctorale, enfin, etc., etc. Et il s'avère que, il y a quelques années de cela déjà, j'ai été invité à aller à Novotcherkassk, à l'université. Je m'y suis rendu l'année dernière, au mois de mai, fin mai, début juin, et où j'ai eu le grand honneur d'être merveilleusement reçu. Bah oui, faut pas être trop modeste non plus. Pas être prétentieux non plus, surtout pas devant l'Éternel, on est bien d'accord. Mais il faut pas non plus trop s'effacer, parce que sinon, bon, voilà. Et donc, j'ai donné 4 conférences là-bas, sur différents sujets, alors en 2004, et en mai-juin 2024, pardon, et pas 2004, 2024 et 2025, donc cette année, là, fin mai, début juin. Un petit voyage de 2 semaines exactement, 10 jours sur place, compte tenu des délais de voyage maintenant, malheureusement. Ces conférences, je les ai traduites par des petits comptes rendus, parce que j'aime bien, moi j'adore écrire, hein, c'est comme ça, chacun a ses, je dirais, a ses défauts, si on peut dire. Ils sont en ligne d'ailleurs. Ils s'appellent, sur le site bien sûr, 10 jours dans la Russie des Cosaques, nous sommes en pays cosaque, pas l'oublier. Ça c'est pour 2024.
Et la même chose, 10 jours dans la Russie des Cosaques, deuxième partie, 2025. Alors, je vous parle de ça parce que, évidemment, c'est très intéressant et je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site de cette université, UPESR, Université Polytechnique d'État du Sud de la Russie, Emi Platov. Et vous serez très agréablement surpris, et ce qui éloigne beaucoup d'ailleurs des discours de ce que l'on peut entendre à droite à gauche. Bon, ça c'est un autre sujet. Et si bien que ces très bonnes relations m'ont permis une très bonne collaboration, je dirais, technique et intellectuelle entre nous, et entre autres d'obtenir des données météo qui remontent jusqu'à 1880 sur l'ensemble de la Russie, du nord jusqu'au sud. Donc de la presqu'île de Yamal, là-haut, de la Sibérie du Nord, au-delà du cercle polaire, jusqu'au sud, Sochi, qui est un peu le climat de la Corse, en gros. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est pas uniquement que la neige et le froid, hein, pas du tout. Alors, c'est évidemment très intéressant, et ça a été je dirais, très important pour moi, pour la rédaction de l'étude numéro 1 que j'aurai le grand plaisir d'animer après cette vidéo de présentation. 23 villes réparties sur toute la Russie. Nous irons évidemment en France, nous irons faire un petit tour au Maghreb, et puis également en Afrique de l'Ouest, ce qui nous donnera quand même une vision assez large de l'évolution du climat, avec en particulier, suivant ces dernières décennies, et pour les esprits chagrins, je souligne quand même qu'effectivement, il y a une évolution du climat, il y a une élévation de la température, mais encore faut-il savoir d'où ça vient, et il n'y a certainement pas que le CO2, il y a d'autres facteurs qui, à mon avis, me paraissent très importants. Voilà, donc pour cette vidéo de présentation, j'espère vous retrouver pour cette vidéo, pour cette étude numéro 1 sur le climat du 8e siècle à nos jours, ce qui fait quand même pas mal de temps, mais c'est évidemment très intéressant. Et puis, eh bien, si vous voulez nous aider, eh bien, voilà, vous avez Tipeee, vous retrouvez sur le site, vous avez, mettez des pouces, vous avez vos commentaires, vous avez l'abonnement, et puis parlez-en autour de vous, parce que bien, une chaîne ne peut vivre que par l'intérêt qu'elle peut avoir auprès de ses supporters, si je peux dire. Alors, il y a une petite contraction que vous verrez, qui part d'une petite contraction verbale, si je veux dire, concernant la plume du temps. La plume du temps, comme je vous le disais, c'est le sigle que j'utilise depuis fort longtemps. Donc, j'espère que vous serez d'ardents plumophiles. Voilà, c'est joli ça, plumophile. Voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt, le plaisir de vous retrouver.